Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier mardi au soir après une mission qu'il a conduite en Arabie Saoudite, en Allemagne et en France. Le président de la République était en Arabie Saoudite pour un sommet Afrique-Arabie Saoudite, en Allemagne pour la conférence du sommet du Compact avec l'Afrique et à Paris. Il s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron. Le Salon des maires de France se tient depuis ce matin au Parc des Expositions de Paris. Plusieurs maires de Côte d'Ivoire y sont invités pour partager avec leurs collègues de l'Hexagone les problématiques majeures de leur commune. Et puis, deuil national au Congo, au moins 31 jeunes de 18 à 25 ans ont trouvé la mort dans la nuit du lundi 20 novembre dernier dans la bousculade qui a fait ce drame. Deuil national donc au Congo. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier mardi au soir après une mission qu'il a conduite en Arabie Saoudite, en Allemagne et en France. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Témoko Méliès Koné, le premier ministre Robert Begré-Mombé et des membres du gouvernement. Pour rappel, le président de la République était en Arabie Saoudite pour le premier sommet Afrique-Arabie Saoudite, le premier sommet Afrique-Arabie Saoudite en Allemagne pour la conférence au sommet du Compact avec l'Afrique, la 5e édition, et à Paris, il s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron. Avant donc de regagner Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu, je vous le disais tantôt, au palais de l'Élysée à Paris avec son homologue français, Emmanuel Macron. C'était hier mardi. Les deux chefs d'État ont échangé sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Cela au regard des grands défis mondiaux du moment. Cette rencontre a également été l'occasion pour eux d'évoquer la nécessité d'accroître les échanges commerciaux et les investissements en Côte d'Ivoire. Et lors de son séjour en Allemagne, où il a pris part à la 5e conférence au sommet du Compact avec l'Afrique, le chef de l'État a échangé avec le secteur privé allemand. Au cours de cette rencontre, le président de la République, Alassane Ouattara, a incité les patrons d'entreprises allemands à investir en Côte d'Ivoire, plus particulièrement dans les domaines des énergies renouvelables, de la transformation des produits agricoles et le secteur bancaire. Le point de cette rencontre avec les chefs d'entreprise allemands, avec Mahama Traoré. Une matinée à la conquête d'investisseurs, ceux de la République fédérale d'Allemagne, classée parmi les premières puissances économiques de l'Union européenne. L'enjeu est de taille, mais le président Alassane Ouattara ne manque pas d'arguments pour convaincre ses patrons d'entreprises. Son pays, la Côte d'Ivoire, abonde notamment de potentialités à même de satisfaire les attentes des investisseurs allemands. Forte croissance économique de 7% en moyenne ces 10 dernières années, un cadre macroéconomique stable avec un faible taux d'inflation et une maîtrise du déficit public. Je souhaite que vous venez, nous connaissons la qualité des PME ici, des entreprises en général. Nous savons les secteurs dans lesquels vous êtes les plus performants. J'ai beaucoup insisté quand j'ai vu le chancelier sur notre volonté de porter les énergies renouvelables à 42% du mix énergétique, parce que nous considérons que nous en avons la capacité. Je sais que ce qui intéresse les entreprises en premier lieu, c'est d'abord, bien sûr, la sécurité des affaires. La sécurité des affaires est une chose essentielle. Et nous avons travaillé à cela. Ce n'est pas seulement l'état de droit pour les personnes, mais c'est vraiment la sécurisation du monde des affaires pour les entreprises. Un autre élément important pour la Côte d'Ivoire que vous n'avez pas sans doute vu dans d'autres pays, surtout en Afrique anglophone, c'est le fait que nous avons l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, mais en plus de cela, nous sommes dans une union monétaire qui a quand même une parité fixe à l'euro. Donc, nous n'avons pas de problème de transfert de ressources de vos dividendes quand les affaires marchent bien. Et je suis persuadé que nous avons bien commencé et que nous continuerons d'avoir encore de nombreuses entreprises
qui viendront s'installer en Côte d'Ivoire. Et surtout, je vous encourage à le faire dans le domaine des énergies renouvelables et de la transformation de nos produits tels que le cacao, dont nous sommes premiers producteurs, les noix de cajou, les fruits, la banane, par exemple, nous sommes premiers producteurs africains. Si cet appel reçoit un écho favorable auprès des investisseurs allemands, c'est le plan national de développement 2021-2025 qui en sera impacté. En termes de projets et programmes structurants, ce plan chiffré à 59 000 milliards de francs CFA attend du secteur privé 75% de part de financement. Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, est donc de retour en Côte d'Ivoire depuis hier mardi, après une mission, je vous le disais, qu'il a conduite en Arabie Saoudite, en Allemagne et en France. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, a lui accordé hier mardi à la primature une audience à la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération avec l'institution qui, à ce jour, déploie sur toute l'étendue du territoire national un portefeuille de 36 projets pour une enveloppe globale de plus de 7 milliards de dollars. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Pour la mise en œuvre de sa politique de développement, la Côte d'Ivoire a fait de la Banque mondiale un partenaire clé. L'institution accompagne à ce jour le pays sur 36 projets importants pour une enveloppe de 7,3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, à travers la volonté manifestée par le chef de l'État, le président de la République et les vice-présidents, voudrait, avec vous, développer les meilleurs rapports possibles de proximité pour que nous réussissions à augmenter le volume de projets en augmentant les taux de décaissement et en regardant avec vous les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour modifier l'évolution de ces projets. L'objet de cette rencontre, c'est de faire le point justement de tous ces projets et envisager ensemble les pistes par lesquelles vous et nous allons améliorer le partenariat. Ce mardi à la primature, la directrice des opérations de la Banque est venue exprimer au Premier ministre Robert Begré-Mambé sa vision de renforcer ce partenariat. La Côte d'Ivoire est un partenaire de choix pour la Banque mondiale. Nous avons un des plus gros programmes dans la région qui se chiffre à 7,3 milliards de dollars. Et donc c'était important qu'on puisse prendre le point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accélérer ce programme, pour qu'on puisse réaliser les résultats sur le terrain. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à célébrer. J'ai eu le temps de visiter le Nord. J'ai été à Korogo, j'ai été à Yamoussoukro. J'ai pu voir le travail que le gouvernement est en train de faire dans les domaines de la santé, dans les domaines de la protection sociale, dans les domaines des routes, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans les secteurs productifs comme la NACARD, par exemple, à Yamoussoukro. Je pense qu'on a eu une très, très bonne discussion avec son Excellence et je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute qu'on va faire encore mieux et que vous-même, vous allez le sentir. La Banque reste convaincue de l'impact des succès de la Côte d'Ivoire sur toute la sous-région. Je vous invite à présent à un salon à Paris, le salon des maires de France, qui se tient donc depuis ce matin au parc des expositions de Paris. Plusieurs maires de Côte d'Ivoire y ont été conviés pour donc partager avec leurs collègues de l'Hexagone les problématiques majeures de leurs différentes communes. Le maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, y est. À ses côtés, la maire d'Abobo, Kandia Kamara, et une trentaine d'autres premiers magistrats de communes de Côte d'Ivoire. Sur place également, Hamza Diaby et Zakaria Traoré, qui sont les envoyés spéciaux de la RTI à Paris. Le parc des expositions de Paris, porte de Versailles, grouille de monde depuis ce mardi matin. Pendant 72 heures, les maires de France et les présidents des intercommunalités échangeront entre eux et avec leur population sur les défis de leur ville autour d'un thème évocateur. Commune attaquée, République menacée. Voilà le thème de notre congrès. En fait, il dit clairement ce que nous vivons, ce que nous éprouvons au quotidien. Il dit tout de nos inquiétudes, mais aussi de nos espérances. Ces dernières années, ces attaques ont augmenté.
La violence est intolérable. Elle est bien sûr incompatible avec les règles de la République, avec la sérénité dont nous avons besoin collectivement pour affronter toutes les crises qui se présentent à nous. Elle est bien sûr totalement incompatible avec l'intérêt général qui nous guide. Ce rendez-vous d'importance se présente comme une belle opportunité pour Adama Bictogo et l'ensemble des maires ivoiriens qui ont fait le déplacement de Paris. Nous avons besoin de participer de plus en plus à ce genre de sommet pour que les échanges d'expériences puissent nous aider, surtout que par nos positions, et là j'ai la chance d'être avec la présidente du Sénat, donc nous sommes présidents de deux institutions qui portent les préoccupations non seulement des populations, mais des différentes communes. Mais en tant que maire ici, c'est donc une occasion de pouvoir vraiment repartir de ce congrès avec une visibilité, mais surtout avec des propositions. Des propositions parce que même si nous sommes des continents différents, les préoccupations sont les mêmes. Et la marche du développement est la même. Et nous avons les mêmes défis aussi en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures scolaires, sanitaires, routières. Et puis nous avons un grand nombre, en ce qui nous concerne à Bobo, un grand nombre de familles vulnérables. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est de savoir comment mobiliser les ressources pour faire face justement à tous ces défis et pour la prise en charge de ces familles vulnérables. Le sport occupe aussi une place de choix au cœur de ce 105e Salon des maires et des collectivités locales. Et comme vous le savez, la France est à la veille des JO, la Côte d'Ivoire est à la veille de la CAN. Donc c'est dire que le sport prend toute sa place et nous avons pu donc découvrir des possibilités d'engager nos populations dans le sport sans investir énormément. Et nous avons pu identifier des infrastructures modestes mais adéquates et adaptées pour donc nos populations. Face à ces attaques des maires, l'AMF a lancé un appel à un rassemblement citoyen le 3 juillet dernier sur le perron des hôtels de ville alors qu'une vague d'émeutes traversait toute la France. Retour en Côte d'Ivoire. Quand on parle de la commune de Grand-Bérébi, ce n'est pas seulement les baies au sable fin et les beaux sites qui invitent au tourisme. Vous le verrez, Grand-Bérébi, c'est aussi la pêche artisanale en particulier, une activité florissante dans cette localité de la région de San Pedro. Et justement, à l'occasion de la journée mondiale consacrée aux pêcheurs, artisans et aux travailleurs de la mer, c'était hier, Victorine Yao-Yoboué, notre reporter, est allée à la rencontre des pêcheurs du village de Boupé, c'est à proximité de Grand-Bérébi. Et là-bas, elle nous le fera découvrir tout à l'heure, la pêche traditionnelle aux écrevisses préserve l'environnement. Regardez. Grand-Bérébi, il est 7 heures, non loin de là où le Néro, un affluent du fleuve Cavali, se jette dans l'océan Atlantique. Des habitants de Boupé, village sur l'autre rive du Néro, commencent la traversée pour se rendre en ville à moins d'1 kilomètre de là. Quand on est à pied, la traversée se fait en pirogue. La chaîne qui nous ressemble. Ça nous ressemble pas, mais ça nous ressemble. En voiture, il faut le bac. Un bac qui se laisse porter par le courant, aidé par la force de 4 bras. Un moyen de transport écologique qui nous prépare à voir une pêche qui respecte tout autant l'environnement. À Boupé, c'est la saison des écrevisses. Grâce aux derniers pêcheurs de la journée, les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques font découvrir une technique traditionnelle de pêche aux crustacés. La pêche à la nasse en bambou. Une seule nasse retirée de l'eau et c'est plus d'1 kilogramme d'écrevisses qui s'offrent aux pêcheurs. La pêche, comment elle se fait? D'abord, il faut confectionner les nasses. On les met le long du fleuve. La part des écrevisses, c'est le coco sec. À défaut, tu peux prendre même le manioc. 2 jours après, tu vas faire la visite. Chacun peut avoir une centaine de nasses comme ça. Quelqu'un peut partir comme ça. En fonction de ces nasses, peut avoir au moins 30 kilos. 50 kilos. Arrosé à la fois par la mer et le Néro, Boupé est fier de sa biodiversité qu'il entend transmettre aux générations futures en pratiquant une pêche éco-responsable. En plus des écrevisses,
nous avons du poisson. Les macharons, les silures, les carpes, poissons Cameroun qu'on ne trouvait pas chez nous. Souvent, on retrouve ça ici. C'est cette eau-là qui nous nourrit depuis nos ancêtres. Donc, on la préserve. L'orpaillage, ça n'existe pas chez nous ici. Les produits toxiques, on les éloigne, en tout cas, de cette eau-là. Si on les détruit demain, quel sera aussi l'avenir de nos enfants qui vont utiliser cette eau-là? De la pêche traditionnelle à Boupé à la pêche motorisée au point de débarquement de Grand Bérébi, nous avons affaire à des pêcheurs artisans qui travaillent à approvisionner les marchés de produits halieutiques frais. Depuis l'année 2022, nous avons eu environ 368 tonnes en poisson et puis 6,81 tonnes en crustacés. La particularité de Grand Bérébi, ce sont les espèces nobles, les méous, les coubines qu'on appelle communément les bars, et puis les sosos, les ombrines. À peine sorties d'Épinasse, les prises du jour sont inspectées par les agents du poste de pêche de Grand Bérébi avant la mise en vente. Nous assistons au premier débarquement des produits halieutiques du petit Japon. Les agents procèdent à l'inspection. Tout se passe bien, voilà, avec le contrôle. Maintenant, le pêcheur va essayer d'envoyer le poisson sur le marché. Malheureusement, des clientes venus de Soubré risquent de retourner bredouilles. Elles n'ont pas trouvé les poissons recherchés. Quand on vient, on prend du brochet, soso, sol, en tout cas un peu de bons poissons. On est venu, on n'a rien eu même. Ça fait beaucoup une pète pour nous. Ces faits montrent le poids socio-économique de la pêche artisanale pour les populations. Toute chose qu'encourage la communauté nationale et internationale chaque 21 novembre, journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer. 80 à 90% des produits de débarquement sont de la pêche artisanale. Ça donne l'importance de cette pêche et qu'il faut l'accompagner. Nous prévoyons sensibiliser sur les bonnes pratiques de pêche, les sensibiliser sur la nécessité pour eux de continuer à débarquer sur le site pour garantir la qualité des produits de pêche. En venant au débarcadère, ils contribuent à nous donner les statistiques de pêche pour voir la tendance du secteur, mais en même temps, leur faire part de tous les services qu'offre le débarquement en tant qu'institution, structure de l'État. La Comafat, partant de son statut d'organisation intergouvernementale régionale spécialisée dans la promotion de la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, fait du développement durable de la pêche artisanale un axe majeur de sa stratégie. À cet effet, à travers toutes ces activités, elle incite les États à adhérer aux actions internationales qui visent à assurer la durabilité de la pêche artisanale. Il y a lieu aussi d'améliorer les conditions de sécurité et de sûreté des gens de mer et généraliser la couverture et la protection sociale et aussi faciliter l'accès aux moyens de financement aux artisans pêcheurs. En Côte d'Ivoire, la pêche artisanale, c'est plus de 60% de la production nationale en ressources halieutiques, estimée à environ 700 000 tonnes par an. La pêche artisanale génère au moins 100 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Un secteur vital pour la sécurité alimentaire de la population ivoirienne. C'est pourquoi le gouvernement continue d'œuvrer à mettre en place des mécanismes pour rendre plus viable cette filière de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Dossier proposé par Victorine Yao Yobwe. Le comité de gestion locale du parc national de Taï s'est réuni la semaine dernière. Il était question pour le dit comité de plancher sur les activités du dernier trimestre 2023. Une rencontre présidée par le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, le général Adama Tondoso Sama, qui a permis donc de faire le point de la gestion sociale du parc. On y va tout de suite avec Mamadou Kouassi. Le comité de gestion locale du parc national de Taï au grand complet pour plancher sur les activités du dernier trimestre de l'année 2023. Il ressort des échanges qui ont duré 2 jours, une performance de 117% de réalisation des activités majeures impactant la vie des populations riveraines, dont 54 activités génératrices de revenus,
à hauteur de 160 millions de francs CFA. Tels que les micro-projets d'élevage, des micro-projets de production de plants, des micro-projets d'agriculture et des micro-projets innovants. Parlons de micro-projets innovants, on se réfère aux micro-projets de fours de fumage améliorés et de chambres froides au profit des associations de femmes. À côté de ces initiatives, l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et ses partenaires multiplient les efforts de préservation du parc. Il reste beaucoup à faire. Vous le savez, le parc national de Taï, c'est 536 000 hectares de forêt qu'il faut surveiller tout le temps. Donc déjà, il y a des surveillances qui sont menées. Il faut dire que nous devons continuer à mener nos activités de surveillance. Et le deuxième élément qui est important, nous devons continuer à sensibiliser nos populations qui vivent à la périphérie de cette aire protégée. Et puis, comme vous le savez, on ne peut pas gérer cet espace sans tenir compte du développement social et économique de la périphérie. Donc nous allons mettre encore des moyens additionnels pour aider les populations qui vivent à la périphérie de cette aire protégée. Dans cette dynamique, des dispositions ont été prises également pour faire de certaines forêts des aires protégées. L'intérêt des aires protégées, c'est que quand il y a une aire protégée dans une zone, ça crée des services écosystémiques. Tout le monde le sait. Et quand vous prenez le parc national de Taï aujourd'hui, grâce au parc national de Taï, on a une forte pluviométrie au sud-ouest. Et du coup, tout ce qui est production agricole se développe davantage. Donc en augmentant la superficie forestière dans cette zone, on ne fera qu'accroître la productivité des populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées-là. L'OIPR a mis en place un prix d'excellence de 10 millions de francs CFA pour récompenser les 3 meilleurs villages protecteurs du parc national de Taï. Voilà le général Adama Tandosama qui donc a permis de faire le point de la gestion sociale du parc de Taï dans ce reportage signé Mamadou Kouassi. L'Office national de l'emploi et de la formation ONEF a procédé à l'installation officielle de ces organes, cérémonie d'installation pour l'effectivité donc de son fonctionnement, avec pour mission bien définie de collecter et mettre à disposition des populations des données fiables quant à l'emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes. C'est ce que nous rapportent Olivier Kra et Godefroy Okambawa. En installant ces organes de fonctionnement, l'Office national de l'emploi et de la formation ONEF répond à l'engagement du gouvernement de se doter d'une cartographie de l'emploi en adéquation avec le plan national de développement. Il s'agira pour l'organe de collecter, d'analyser et de mettre à la disposition du public en temps régulier des données sur l'emploi en Côte d'Ivoire. Concrètement, le secteur privé nous remonte les besoins en formation, par exemple, parce que ONEF, c'est le marché du travail, mais c'est aussi et surtout la formation. Dans quelle mesure les curricula sont en adéquation avec les besoins du monde du travail. L'insertion de nos populations est une préoccupation forte du gouvernement et une attente aussi légitime des populations. L'ONEF doit pouvoir permettre d'avoir une cartographie assez objective, réelle de la situation de l'emploi dans notre pays, afin de pouvoir mieux guider les pouvoirs publics sur la question de l'emploi. Quels sont les métiers aujourd'hui d'avenir? Quels sont les secteurs où il faut accentuer la formation, où il faut développer les compétences des jeunes afin qu'ils soient plus facilement insérés dans le tissu professionnel. Les partenaires saluent l'engagement de l'ONEF qui contribuera à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Créé par décret en 2021, l'Office national de l'emploi et de la formation est doté de 2 organes, le Conseil scientifique et le Conseil de gestion. Partenariat scellé entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Les 2 parties ont signé un accord de protocole d'accord, donc un accord qui permettra de renforcer la coopération d'affaires entre les 2 pays. Le président de la Chambre de commerce de Dubaï et celui de Côte d'Ivoire l'ont signifié lors donc de la rencontre organisée à cet effet. C'était dans la commune de Port-Bouët. Je vous propose d'y retourner avec Godefroy Okambawa. La Côte d'Ivoire veut renforcer les capacités des entreprises locales, l'agriculture, l'industrie, la santé et les infrastructures, quelques secteurs qui constituent le fer de lance du plan national de développement. À cet effet, un protocole d'accord est signé entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis en vue de renforcer la coopération économique et commerciale des 2 pays. Depuis l'année passée, nous avons eu une croissance de 12% avec un chiffre d'affaires qui monte à plus de 280 millions de dollars et nous continuons dans ces échanges commerciaux ici en Côte d'Ivoire.
Nous avons déjà pu repérer quelques secteurs, tels que le secteur agricole, aussi le secteur des bâtiments, et aussi nous voulons investir aussi dans l'équipement. Et ce sont bien sûr des secteurs qui sont en plein développement en ce moment. Les investissements locaux sont aussi importants que les investissements étrangers. Donc nous souhaitons que les autres viennent nous appuyer pour construire notre pays, pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. Et les secteurs privés des différents pays, c'est-à-dire étrangers comme Côte d'Ivoire, qu'ensemble on puisse aider à atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Il y a 3 ans, un accord avait été signé entre ces 2 pays pour encourager et favoriser l'investissement. Depuis quelques années, la Chambre de commerce de Dubaï a investi plus de 70 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, selon son président. Salon international du contenu audiovisuel. La RTI est au rendez-vous. La radio-télévision ivoirienne organise une rencontre d'échange au SICA 2023. La RTI qui vise un marché de consommation de contenu produit localement. Kadikone, Jean-Marc Djadji. Plus d'une centaine d'experts de l'audiovisuel en réflexion sur la croissance de l'industrie audiovisuelle en Afrique à l'invitation du média du service public, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Leur leitmotiv, révolutionner le marché local au travers de la hausse des consommateurs de films, d'émissions et autres productions audiovisuelles. La population africaine est estimée à plus d'1 milliard de personnes selon les Nations Unies. Au vu de ces chiffres, le marché africain enregistrera 13,72 millions d'abonnés africains au contenu audiovisuel à l'horizon 2027 et 700 millions d'abonnés aux smartphones en 2025, selon les spécialistes. Une opportunité pour les distributeurs et promoteurs de l'audiovisuel ivoirien et africain. Aujourd'hui, des gros acteurs qui vont arriver sur le marché africain et il faut que l'Afrique réponde rapidement en créant également ses propres maisons de distribution, de production et surtout ait le capital humain qu'il faut. Cette rencontre d'échange est l'une des attractions du Salon international du contenu audiovisuel SICA 2023. Elle consacre l'importance des enjeux liés aux perspectives économiques du secteur de l'audiovisuel. On parle de nécessité de formation, parce que ça aussi c'est une des clés du succès. La formation qualitative des jeunes Africains. On estime environ à peu près 160 millions de jeunes qu'il faut bien former, bien connecter au monde de la technologie pour accompagner cette industrie-là. Le financement était au cœur des débats, c'était connu. La question évidemment de l'encadrement juridique institutionnel pour que ce secteur qui produit la richesse connaisse un vrai développement. La radiodiffusion télévision ivoirienne s'engage avec les producteurs africains à promouvoir l'industrie audiovisuelle en tant que moteur de l'emploi à l'ère du numérique. Ce concept, Breakfast by Abidjan Film Summit de la RTI, est aussi la découverte de la Côte d'Ivoire comme hub de l'audiovisuel africain. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, un atelier organisé, vous le voyez en image, en vue de rendre public les résultats d'un projet d'évaluation du potentiel de la Côte d'Ivoire en énergie renouvelable. Selon le coordonnateur du projet, les régions du Denguélé, de l'Est et de la Côtière sont les seules habilitées à produire de l'énergie solaire et éolienne en Côte d'Ivoire. Diomandé Metouba n'est plus. Le journaliste sportif de renom et ancien chef de service sport de Radio Côte d'Ivoire dans les années 60-70 est décédé dans la nuit du samedi 18 novembre dernier, ici même à Abidjan. Il aura contribué de façon significative à former plusieurs journalistes sportifs de génération donc ayant succédé à la sienne. Hommage à ce pionnier, grand reporter sportif de la radio-télévision ivoirienne. Retour sur son parcours avec Jean-Marc Djadji. Une voix légendaire du service des sports de Radio Côte d'Ivoire s'en est allée. Diomandé Metouba, journaliste de sport émérite,
aura marqué la Côte d'Ivoire sportive des années 60 et 70. Premier Ivoirien à intégrer le service des sports de la radiodiffusion, dirigé alors par le Français Guy Monory. Il se fait remarquer par ses analyses pointues, objectives et surtout son acharnement au travail. En 1968, Diomandé Metouba plane au micro avec l'Ivoirien Laurent Pokou, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en Éthiopie. L'homme d'Asmara, Laurent Pokou, lui vaut ce surnom lors de ce tournoi. Diomandé Metouba, ce passionné des sports, fut au grand rendez-vous sportif du pays de Félix Houphouët-Boigny. Jean Cambiré, Anatole Tiaman et Eugène Djekakou, ces anciennes gloires de Radio Côte d'Ivoire, ne diront pas le contraire. Diomandé Metouba laisse une trace indélébile dans les esprits des professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Sportivement, votre. Et puis deuil national au Congo après le drame survenu dans la nuit du lundi au mardi dernier. Au moins 31 jeunes de 18 à 25 ans ont trouvé la mort cette nuit donc du 20 novembre dans une bousculade. C'était lors d'une opération de recrutement de l'armée dans la capitale Brazzaville. Un mouvement de foule qui a viré au drame aux environs de 23 heures. C'était au stade Michel Dornano au cœur de la ville. Ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 15 heures.